Voilà, un nouveau chapitre, le travail d'une force. Alors, si on ouvre le livre au chapitre correspondant, on va voir cette définition-là. Donc, le travail d'une force F, donc ça va vous donner le produit scalaire de deux vecteurs, donc c'est un nombre. Et au niveau des unités, on n'a pas de problème. Donc, le travail W1 works, c'est en joule, la force en newton, la distance en mètres, et bien sûr le cosinus alpha c'est 100 unités. Alpha donc c'est l'angle entre le vecteur f et le déplacement AB. Voilà, donc on pourrait dire le cours est fini, c'est juste une formule. Si on s'arrête là, on va refaire le cours de mathématiques que vous avez déjà fait, ça n'a pas d'intérêt, et on va essayer de donner un sens à tout ça. Donc nous, on doit aller un petit peu plus loin et on doit approfondir et prévoir les phénomènes qui vont évoluer, comment ça va se passer, et donner un sens à cette définition. Donc on va peut-être reprendre déjà dans quel contexte on a élaboré cette définition. Donc on a été à Newton au dernier chapitre, Newton qui s'est confiné pendant la peste de Londres en pleine campagne et qui regardait tomber les pommes, et il a posé les bases de la mécanique céleste, des forces du mouvement, de façon très mathématique. Donc voilà, on va se retrouver fin 18e, début 19e, avec Laplace et Lagrange. Il y en a un qui est un peu dépressif, l'autre qui est un peu présomptueux. Ils ont travaillé donc sur les lois de Newton, tout est bien établi, les forces centrales, l'équilibre des forces, le mouvement. Ils l'ont fait de façon très analytique et mathématique, et on a à peu près à cette époque fait le tour de la question. Nous sommes au début du 19e siècle, Napoléon est passé par là, et les problèmes vont se poser autrement. Aux physiciens, on pose d'autres types de problèmes, beaucoup plus industriels, beaucoup plus mécaniques. Il y a de la chaleur, il y a de la vapeur, il y a des choses qui tournent, faut utiliser une grande roue, faut utiliser une petite roue, faut utiliser un grand piston, un petit piston, toutes ces questions donc on se les pose pour comparer en fait les différentes machines. Il faut essayer d'établir des lois qui seront utilisables dans tous les cas. Ce serait Coriolis qui a introduit vers 1830 la notion de travail. D'autres grandeurs existaient avant, mais c'est lui qui a réellement écrit, donné le nom, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Alors on va regarder cette définition de travail. On pourrait l'étudier sur des machines complexes, mais chaque fois on va tomber sur des descriptions qui vont être longues, et chaque fois que vous allez changer de machine, il va falloir refaire la description. Il vaut mieux prendre quelque chose de très simple qui sera la base de toutes les études et qui sera simple pour essayer d'en définir donc des lois très très générales. On va reprendre donc le travail. Alors, le travail le plus simple possible que l'on puisse faire. Qu'est-ce qu'on a pu imaginer? Je vais prendre un exemple le plus simple possible. Vous avez donc une masse M que vous allez déplacer sur un plan A de A à B à l'aide d'une force F. Alors cette force F, elle va rester constante de A à B. Déjà, ça simplifie les choses, la masse ne va pas varier, et je vais aller de A à B. Donc, je me déplace. Alors, quelles sont les grandeurs pertinentes? Bien, on a vu que la force était une grandeur pertinente, on a étudié le travail d'une force. Plus elle va être importante, plus le travail doit être important. Ensuite, vous avez la distance AB. Vous n'allez pas fournir le même effort si vous avez 100 mètres à faire ou 3 km à faire pour déplacer cette masse M. Ça, c'est les deux grandeurs qui sont importantes. Alors, on pourrait supposer que la masse M intervient dans le travail. Mais si vous êtes sur un plan glissant où il n'y a pas de frottement, même avec une petite force, vous allez pouvoir déplacer votre masse M, quelle que soit sa valeur. En théorie, bien sûr. Avec une grande force, vous allez pouvoir la déplacer aussi. Et la seule chose qui va changer, en fait, c'est le temps. Donc, dans la notion de travail, la durée du parcours ne va absolument pas intervenir. Donc, on voit la force qui intervient, la distance qui intervient. Mais pourquoi on est obligé de prendre des vecteurs? Bien, c'est à cause de la direction de la force.
Si vous regardez donc la direction de la force, vous pouvez être tiré devant donc et être très efficace. Et là par contre vous pouvez exercer une force qui n'a aucun intérêt pour le mouvement. Et ce qui va compter en fait, c'est la direction de la force et la direction du mouvement. On pourrait même imaginer une force dans ce sens-là qui travaille de façon négative. Et là, mon cosinus, il sera très utile. Je vais regarder en fait les deux directions. La direction de la force, la direction du mouvement. Ici, j'ai un angle de 0, c'est la même chose. Et donc, mon cosinus vaudra 1. Si j'ai un angle de 90 degrés, mon cosinus il vaut 0, donc ma force en fait ne travaille pas du tout. Et si j'ai 45, ben voilà, mon cosinus il vaudra 0,5. Il travaille un peu, mais pas totalement. Ce cosinus en fait c'est l'efficacité de la force. Si vous êtes bien placé dans la bonne direction, vous êtes très efficace. Si vous avez une force qui est mal placée par rapport à la direction du mouvement, elle sera totalement inefficace. Voilà, le cosinus fait, on va dire, c'est l'efficacité. Je vais pouvoir encore simplifier mon schéma et mettre une grandeur qui va être beaucoup plus intéressante, c'est alpha. Alpha, ça va être la direction entre F et la distance AB. Donc, je vais obtenir la relation suivante. Tout simplement, F module du vecteur f, AB module du vecteur AB, et donc multiplié par cosinus alpha. Vous avez vu donc en mathématiques qu'on peut résumer tout simplement sous cette écriture-là qu'on appelle le produit scalaire de deux vecteurs. Donc voilà, on a défini le travail. Bien penser aux unités, vous êtes en joules, vous êtes en newton, vous êtes en mètres, et le cosinus n'a pas d'unité. Donc vous êtes joule, newton, mètre, et pourquoi vous êtes le travail peut être en joule, comme l'énergie. Eh bien, je vais le faire de façon imagée, vous êtes en A. Vous aviez une certaine énergie pour transporter votre pierre. Vous êtes en B. Vous avez moins d'énergie, vous êtes fatigué, donc vous avez perdu de l'énergie. Et en fait, le travail qui a été fourni, c'est l'énergie que vous avez perdu. Pardon, c'est l'énergie que vous avez perdue. Donc la différence entre votre énergie au point B et l'énergie au point A, c'est égal au travail de votre force pour aller de A à B. Alors bien sûr, il y a le si moins, vous avez perdu de l'énergie et donc vous avez fourni du travail à votre système. Donc on verra que c'est important, que le travail c'est bien en fait une variation d'énergie, et on verra tout à l'heure. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que ici en fait on va avoir deux types de forces. Il y a les forces conservatives. Donc les forces conservatives c'est très intéressant, puisqu'en fait vous avez que la position de départ et la position d'arrivée. Et ce qui se passe entre les deux, en fait ça n'a aucune importance. Donc je vais m'intéresser à l'état au départ, l'état à l'arrivée, et même si j'ai pas bien compris ce qui se passe entre les deux, je vais pouvoir faire mes calculs et mes prévisions, et savoir donc dans quel état j'arrive. Donc c'est le plus intéressant. On étudiera si possible toujours donc des forces conservatives. Dans le cas des forces non conservatives, là par contre, vous avez le travail qui dépend de la trajectoire. C'est plus embêtant, ça va s'adresser donc à plein de types de forces, notamment les forces de frottement qu'on ne sait pas très bien calculer. Dans les exercices, vous aurez surtout donc des forces conservatives où on ne regardera que le point de départ et le point d'arrivée. Dans les forces conservatives intéressantes, vous avez donc le poids. Et le travail du poids, on va l'étudier dans le détail. La démonstration du travail du poids est à connaître. Donc, je vais vous présenter. On prend un objet quelconque qui va se déplacer sous l'effet de son poids. Donc, vous allez partir d'un point A et vous allez jusqu'à un point B.
Cette trajectoire peut être tout à fait quelconque, et si je veux l'étudier, il va falloir que j'utilise un repère, et je me débrouille pour que cette trajectoire soit dans ce plan. Je vais donc étudier le travail du poids. Il me faut le vecteur poids, et il me faut le vecteur aussi déplacement. Alors, pour avoir le vecteur déplacement, il y a une petite astuce, c'est si je ne peux pas calculer directement, je peux le faire obligatoirement sur des petites sections. Si je fais la somme de tous ces vecteurs le long de toute la trajectoire, eh bien en fait tout simplement je vais obtenir la distance AB, et ça va être le vecteur AB. Donc le travail du poids est une force conservative, donc ça ne dépend que du point A et du point B. J'obtiens donc cette relation-là. Comme tout à l'heure, vous avez le vecteur poids multiplié par la distance AB, et donc c'est AB multiplié par cosinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre le vecteur poids et la direction, donc AB. Alors la petite astuce, c'est donner un sens à AB cos alpha. Si vous regardez dans ce triangle-là, vous voyez que AB cos alpha, vous êtes dans un triangle rectangle, donc c'est le côté adjacent par rapport à mon angle alpha. Donc, je vais pouvoir repérer ce côté simplement avec les ordonnées ZB et ZA. Ma relation peut donc s'écrire, au lieu d'avoir P cos alpha, je vais écrire ZA moins ZB. ZA moins ZB, très souvent on va l'écrire tout simplement PH, parce que H, en fait c'est la hauteur. Vous êtes tombé donc d'une certaine hauteur qui correspond donc à l'écart ZA moins ZB. Voilà, donc j'ai le poids, c'est toujours MGH, et finalement le travail du poids va pouvoir s'écrire sous cette forme-là. Les unités, on fait bien attention d'être dans le système international. Le travail du poids, c'est en joule. Le travail de H, M, G, l'accélération mètres secondes moins 2, M, kilogrammes. Donc on a vu que le travail était de l'énergie, on va le mettre en relation avec une autre énergie. C'est l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, vous l'avez vu au collège, EC égale 1/2 de mv2. Bien faire attention aux unités. Et nous, on va l'utiliser surtout de façon mathématique, cette relation. On va l'utiliser sous cette forme-là, il n'y a pas de démonstration à connaître. EC égale 1/2 de mv2, donc la vitesse, attention, c'est pas une force, je ne peux pas le traiter de la même façon qu'une force. Une vitesse, ça dépend du référentiel, la vitesse elle change suivant le référentiel, la force elle ne changera jamais. C'est en relation avec une énergie, parce que si vous voulez modifier la vitesse, il va falloir agir avec une force, et agir avec de l'énergie, et donc on peut retrouver cette relation-là. Et pourquoi présenter l'énergie cinétique? Eh bien, vous avez le théorème de l'énergie cinétique, qui est la relation entre le travail des forces et l'énergie cinétique. La somme de tous les travaux des forces qui agissent sur mon système pour aller de A à B correspond à la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B. Donc ça va être intéressant pour les forces conservatives. Je prends point A, je prends point B. Je peux calculer la variation de vitesse entre le point A ou le point B. Ou si je connais la variation de vitesse, je vais pouvoir calculer le travail des forces entre A et B. Donc là, ça va être sur un trajet. Ça rejoint un petit peu quand même la relation qu'on avait vue au chapitre précédent. La force est en relation avec la variation de vitesse. Donc, ben voilà,
c'est fini pour aujourd'hui. Mais cette relation-là, elle va donner lieu, hop, là, cette relation-là, vous l'oubliez pas, parce qu'en fait, elle va donner lieu à de très nombreux exercices.